communautaires parmi les 77 radios qui sont partenaires au programme MSDA. Elle met en avant le quotidien des radios et des personnels des radios communautaires, mais aussi leur impact sur l'environnement immédiat, ainsi que la participation des auditeurs de ces radios, notamment dans le travail d'information sur les thématiques dominantes dans la région, dans des problématiques communautaires et du rôle des femmes et des plus vulnérables dans les dialogues communautaires initiés par la radio. En ce jour, l'exposition photo a été déjà ouverte par cette conférence qui sera là bientôt sur le thème radio communautaire et gestion de ressources naturelles à Lubumbashi. Cette conférence sera animée par 4 panélistes reconnus pour leur expertise professionnelle. Permettez-moi quand même de les remercier de vive voix au nom d'Internews pour leur disponibilité à animer cette conférence qui, j'espère, sera vraiment féconde d'échanges, de dialogue et surtout de propositions pour une meilleure implication des radios communautaires dans la gestion des ressources naturelles à Lubumbashi. Les recommandations qui seront issues de cette conférence débat constitueront des axes de travail et de réflexion pour le programme MSDA. Durant donc 2 semaines, à dater de ce mardi 13 au 27 juin 2023, le public aura l'opportunité de visiter cette exposition et de se familiariser avec le travail d'information des radios communautaires partenaires d'Internews. Pour les citoyens habitant d'autres villes et provinces, un site internet www.radiocongo.org présente l'exposition et les photos des sites talentueux photographes. Pour ce qui est d'Internews, Internews est une organisation non gouvernementale qui se consacre au développement des médias dans une quarantaine de pays. En partenariat avec les médias locaux, Internews améliore l'accès et la qualité de l'information disponible localement. En RDC, Internews met en œuvre plusieurs projets dans le domaine des médias et de la participation citoyenne, notamment celle des femmes, appuyées par des bailleurs de fonds publics. Dans un esprit d'innovation et d'entreprise, Internews facilite l'adaptation des médias classiques et nouveaux aux besoins en information des populations vivant dans un environnement purement difficile. Permettez-moi, avant de clore mon mot, de remercier l'équipe du Centre culturel américain pour cette initiative, mais aussi de renouveler notre gratitude au REMAC, qui est notre partenaire de longue date en RDC, avec qui nous avons déjà mis en œuvre plusieurs projets d'appui au secteur des médias de proximité. Pour finir, Internews voudrait, par ma voix, remercier toutes les personnes présentes dans cette salle, car leur présence atteste de l'intérêt qu'elles portent à la vie des radios communautaires qui seront toujours encore et encore besoin de leur soutien et plaidoyer afin de consolider les acquis et aussi améliorer le cadre juridique et fiscal dans lequel elles opèrent. Il me reste donc à vous souhaiter la bienvenue et je dis et je vous remercie. Merci Madame. Après Madame Sandrine Kabeya, j'appelle Madame Déborah Kimbi, qui est la coordonnatrice de l'espace américain, ce lieu qui nous reçoit ici à l'ISP. Madame. Bonsoir à tous. Leur Excellence, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Directeur Général de l'Institut pédagogique de Lubumbashi, Mesdames et Messieurs les membres du Comité de gestion de l'ISP Lubumbashi, distingués invités, chers participants. En ces jours spéciaux,
l'espace culturel américain de Lubumbashi, communément appelé American Space Lubumbashi, est heureux d'accueillir l'exposition photo sous la posture de Radio Congo autour du thème Radio communautaire et gestion des ressources naturelles. Une assise qui ressort de son éventail le rôle indispensable que jouent les radios communautaires et leur travail d'information sur les thématiques clés d'intérêt public au sein de communautés congolaises. C'est ici l'occasion de remercier Internews ainsi que ses partenaires pour avoir choisi notre centre comme cadre de cet échange, ce qui n'a pas été un fait de hasard. Si vous ne le savez pas encore, les American Species à travers le monde sont des instruments du gouvernement américain connectant les peuples de pays hôtes aux États-Unis d'Amérique dans sa diversité culturelle, ses valeurs et ses politiques. En tant que tel, le cadre où vous vous retrouvez maintenant est l'une des portes vers les États-Unis d'Amérique. Tout en saluant la présence de chacun de vous, je souhaite plein succès à ces assises dont le lancement est pour aujourd'hui suivi de l'exposition photo jusqu'au 27 juin prochain, jeudi, et je vous remercie. Merci, Madame. À présent, nous allons démarrer la dernière étape de cet après-midi, la conférence. J'invite Monsieur Jean-Dolapé Mbangou, qui est directeur de RCL, Radio Communautaire Libre de Poésie. Monsieur va parler de la gestion des ressources naturelles, apports et leurs apports. J'invite aussi Madame Denise Maéo, qui est journaliste, correspondante de RFI. Elle va parler de gestion des ressources naturelles dans les débats radiophoniques. Madame. Madame Anto Moulangou, qui est aussi journaliste. Elle va parler des médias communautaires, gage d'une gestion durable et transparente des ressources naturelles. Madame. Et puis Monsieur Jeff Mbia, journaliste. Il est le responsable aussi de la thématique médias à la société civile au cadre de concertation de la société civile Géo Katanga. Il va parler de l'importance d'une bonne gestion des ressources naturelles dans la réduction de la pauvreté dans les régions naturelles. Voilà. Merci. Oui, ouais. Je pense que... Alors, pour commencer, Monsieur Mbangou va commencer son exposé et vous avez 10 minutes, monsieur. Merci. Bon après-midi à tous. Je suis particulièrement heureux de me retrouver ici à Lubumbashi ce jour afin de pouvoir apporter notre petite contribution à ce qui a de la gestion des ressources naturelles, en parlant bien sûr de l'apport des radios communautaires en RDC. Merci. Alors, s'agissant de cette thématique, comme nous n'avons que quelques minutes, nous allons rapidement exposer ce que nous connaissons, ce que nous faisons, et ensuite je crois que nous allons approfondir certaines questions pendant le débat. Nous avons préféré parler ou rappeler à votre intention quelques atouts de radio communautaire libre en RDC. Et bien, comme vous le savez, la radio communautaire libre plutôt la radio communautaire, je m'excuse parce que notre radio elle est libre, a le pouvoir de mobiliser la population et en tant que telle,
la radio motive ses auditeurs à agir, à se déplacer. Elle sensibilise, elle explique, elle commente, elle motive. Donc en fin de compte, la radio pousse ses auditeurs vers l'action. La radio est aussi le média le plus puissant en Afrique, comme vous le savez, et particulièrement en RDC. Elle est écoutée par ceux et celles qui ne savent pas lire. Elle est suivie là où il n'y a pas de courant. Je crois que M. Frotter l'a dit. On peut se retrouver même en pleine forêt, en pleine brousse, mais là-bas, on a quand même l'occasion de suivre la radio. Elle est souvent l'unique source d'information dans certains coins du pays. Elle s'adresse aux populations dans leur langue et dialecte. Elle permet aux populations sans voix de foi, sans considération, de faire entendre leurs desiderata. C'est le cas de l'agriculteur dont son champ s'est vu être pollué. Et c'est grâce aux radios communautaires que cela a été entendu et il a retrouvé gain de cause. La radio est écoutée chaque jour par la majeure partie de la population. Les auditeurs écoutent la radio durant plusieurs heures sans arrêt. La radio s'écoute aussi en mouvement et en faisant bien sûr autre chose. Donc la radio, c'est le média qui ne sollicite pas toute l'attention, bien sûr, parce que pour suivre par exemple la télé, il faudrait que vous soyez concentré à suivre les images et aussi à écouter le son. Mais quant à la radio, vous pouvez être devant votre ordinateur, vous suivez ce qui s'est dit à la radio, mais vous faites en même temps autre chose. Elle est écoutée à la maison, au travail, en voiture, en marchant. Ça, ce sont les quelques atouts de la radio que vous connaissez bien, qu'on a voulu rappeler. L'apport de ces radios dans la gestion des ressources humaines, nous avons vu à travers les programmes, nous avons des programmes ou des radios communautaires qui ont des programmes souvent généralistes, et en parlant de généralistes, elles abordent toutes les questions, y compris la question liée à la gestion des ressources naturelles. C'est notamment aussi parler de l'environnement, de la santé, du droit, du social, de l'économie, donc presque toutes les thématiques liées à la vie de l'homme. Il y a aussi des radios communautaires qui ont des programmes spécifiques, donc qui ne parlent que de l'environnement par exemple, ou de la gestion des ressources naturelles. Et nous avons comme ça des radios que nous appelons des radios thématiques. Ici au Katanga, je donne l'exemple de la radio Okakyondo, qui est une radio qui s'emploie à ne parler que de l'environnement essentiellement. Il y a des radios communautaires qui parlent aussi de tout, comme je l'ai dit. Et il y a aussi les éditions du journal parlé ou écrit, des radios dont les journalistes font des recherches sur les questions liées à la gestion des ressources naturelles et qui les diffusent ou qui font des papiers sur ça. Il y a des magazines qui sont organisés, des reportages très bien fournis et des émissions de débats sur des questions liées à la gestion de ressources naturelles. Je crois que c'est le peu des choses que nous avons prévues et je crois que le gros sera débattu le long disons, au cours du débat. Merci. Merci beaucoup pour votre exposé. Vous nous avez fait gagner quelques 3 minutes environ. C'est une bonne chose. Merci, monsieur Jean Delapé Mbangu. Vous avez parlé de la gestion des ressources naturelles. Nous reviendrons plus tard pour les échanges. Mais maintenant, je donne la parole à madame Denise Maéo qui va nous parler de la gestion des ressources naturelles dans les débats radiophoniques. Madame, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Monsieur Jean Delapé a déjà introduit. Comme on n'a que 10 minutes, on va essayer d'aller à l'essentiel. Il a dit tout à l'heure que la radio, c'est un moyen par excellence de communication pour passer des messages notamment aux communautés locales. Et ces communautés locales qui sont
je dirais peut-être d'une façon particulière, touchés par la question des ressources naturelles, même si elles nous concernent tous. Et ce qui est intéressant pour les radios communautaires et associatives de pouvoir aborder ces questions, c'est que c'est pour un double objectif. C'est d'abord pour favoriser l'appropriation du processus de gestion des ressources naturelles de façon durable par les communautés locales, mais aussi de leur apporter l'information, notamment sur les instruments juridiques, les textes légaux qui sont liés à la gestion des ressources naturelles. Mais aussi, quand on parle de ressources naturelles, il faut penser à tout ce qui a trait à l'eau, à la terre, aux ressources minérales, aux écosystèmes, etc. Alors, quelle est la place de cette thématique, la gestion des ressources naturelles, dans les débats radiophoniques? Je fais une petite recherche. J'ai posé la question, je sais qu'il y a beaucoup de radios, mais j'ai juste posé la question sur 6 radios ici dans la région du Katanga. Parmi ces radios, il y a Zénith, il y a la radio Don Bosco qui fait partie du réseau REMAC, la RCK, Lubumbashi, Likasi, Kamina et la radio communautaire de Nyuzu, pour savoir quelle est la place qu'ils accordent, que ces médias accordent à la thématique des ressources naturelles. Alors sur les 6 radios, 4 ont des rubriques spécifiques dans lesquelles elles abordent la question, je ne sais pas si je peux appeler ça ressources naturelles, mais la question de l'environnement. Ça fait, si je prends les 6 radios, ça représente environ 66%, même si ce n'est pas très représentatif. Et il y a 2 radios qui n'ont pas de programme ou de rubrique spécifique consacrée à cette thématique. Ça représente environ 34%. Mais les 2 radios m'ont dit qu'elles abordent quand même de temps en temps des questions liées à la protection de l'environnement, à la gestion des ressources naturelles, notamment dans leurs émissions d'animation. Par rapport au contenu, ce que j'ai observé, c'est, je crois que les contenus qui sont de ces rubriques pourraient être enrichis. Parce que ce que j'ai observé, c'est quand on parle de protection de l'environnement ou gestion des ressources naturelles, bien souvent, ce qu'on écoute dans ces émissions, c'est on parle principalement de la pollution, peut-être parce qu'on est dans une région minière, c'est la question qui revient souvent, mais aussi la question peut-être de la coupe du bois, et aussi la gestion des déchets plastiques que j'entends. Alors je me suis dit, peut-être qu'il y a lieu d'enrichir ces émissions parce que il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on peut discuter. À titre illustratif, par exemple, je prends l'exemple de la température. Il suffit d'observer aujourd'hui, par exemple, là, il y a quelques années, à cette date, on serait tous habillés avec des manteaux lourds pour nous protéger du froid. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai regardé par exemple l'année passée, entre le mois de mai, au courant du mois de mai, les températures étaient de 11 à 31 degrés. Alors que une année auparavant, les températures en cette période variaient entre 9 et 28 degrés. C'est que les températures sont en train d'augmenter. C'est une matière sur laquelle on devrait aussi discuter, engager un débat là-dessus pour comprendre pourquoi. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que les ressources naturelles, c'est un secteur, une thématique assez technique. On a des termes très techniques, et pour permettre à nos communautés, parce qu'on parle des radios communautaires et associatives, il est important que les animateurs de ces émissions
puisse, je dirais, traduire les termes techniques en des termes simples pour permettre à la communauté de bien assimiler la matière. Mais également, les animateurs de ces émissions devraient généralement associer les experts dans leurs émissions. Parce que deux fois, on écoute certaines émissions, l'animateur devient lui-même l'expert. Il anime l'émission et c'est lui qui donne voilà, toute la matière, alors que dans la ville, on a des gens qui sont experts dans ces domaines-là. Il n'y a pas que les services de l'environnement, mais il y a aussi des ONG qui travaillent dans ces secteurs, qui militent pour la protection de l'environnement, pour la gestion durable des ressources naturelles, qu'on pourrait associer dans les débats, mais également associer la population, les communautés elles-mêmes qui sont affectées par ces questions-là. Et ainsi, avant de terminer, j'ai fait une petite recherche sur peut-être des sujets qui pourraient nous intéresser pour pouvoir approfondir ces questions-là, mais pas seulement se limiter à des reportages d'actualité lorsqu'il y a un fait, mais il y a aussi la possibilité d'aborder des questions de façon plus profonde, en menant peut-être de petites enquêtes là-dessus. C'est par exemple la question des forêts communautaires, la déforestation, la protection. Dans certains milieux, il y a peut-être des interdits, mais il faut savoir aborder aussi ces questions-là. Mais il y a également la question de la protection de la biodiversité, des écosystèmes, mais aussi, par exemple, l'impact que l'espace vert ou la forêt a sur les ressources d'eau. Je prends par exemple le cas de la Régie des eaux ici à Lubumbashi, qui a déjà perdu près de 70% de son espace, de l'espace de captage d'eau. Nous nous plaignons tous les jours qu'on n'a pas de l'eau. L'eau ne coule pas au robinet, mais il faut savoir pourquoi. La Régie des eaux vous dit, c'est parce que les espaces de nappes aquifères ont été envahis par la population, c'est déboisé, l'eau ne s'infiltre plus, mais c'est des questions aussi qu'il faut aborder pour que la population prenne la responsabilité, comprenne leur responsabilité par rapport à la protection et à la gestion durable des ressources naturelles. En conclusion, je dirais que l'intégration de la gestion des ressources naturelles dans les débats radiophoniques est un moyen efficace pour sensibiliser la communauté sur ces questions-là et pouvoir leur prendre conscience, car les ressources naturelles sont épuisables. Je vous remercie. Merci Madame Denise Mayo pour cet exposé. Vous nous avez fait gagner aussi un peu de temps. Bien, maintenant je donne la parole à Madame Anto Mulangu, qui est aussi journaliste. Mulanga. Désolé, mais pourquoi je prononce mal? Les médias communautaires gagent d'une gestion durable et transparente des ressources naturelles. Merci Didier. Merci aussi à tout le monde d'être là. Et donc, je m'appelle Anto Mulanga et non Mulangu, comme l'a dit notre cher Didier. Ce sont les yeux qui m'ont trompé, j'ai bien écrit. Ok. Et donc, je vais devoir parler autour de la thématique qui est médias communautaires, gage d'une gestion durable et transparente des ressources naturelles. Pour aborder la thématique, mon intervention va se structurer en 4 points. Les premiers points, je vais commencer par donner les éléments qui constituent ou qui caractérisent un média communautaire. Les deuxièmes points, je vais essayer de faire les liens entre médias communautaires et gestion des ressources naturelles. Et le troisième point, je vais évoquer les rôles que joue le média communautaire dans la gestion transparente et durable de ressources naturelles. Et enfin, je vais aussi essayer de donner quelques approches à préconiser pour pouvoir faire des médias communautaires de véritables gages dans la gestion de ressources naturelles. Et donc, pour commencer avec le premier élément, quand on parle d'un média communautaire, il y a 3 éléments ou 3 grandes caractéristiques
qui fait en sorte qu'on dise d'un média qu'il est communautaire. Le premier élément, c'est d'abord l'indépendance. En parlant de l'indépendance, je vais tout simplement dire que c'est un média qui est à but non lucratif et qui est indépendant de forces gouvernementales. Le deuxième élément qui caractérise un média communautaire, c'est la gouvernance. En parlant de la gouvernance, je voudrais tout simplement dire que c'est un média qui est détenu ou qui est géré par les communautés, et ce sont les communautés qui participent au programme, à l'élaboration de la grille de programmes et autres activités dans ce média-là. Et enfin, le troisième élément qui caractérise un média communautaire, c'est les services. En parlant de services, je vais dire que le service qui est fourni par un média communautaire doit être un service qui se concentre spécifiquement sur les préoccupations locales. Et ces préoccupations doivent représenter les intérêts de toute la communauté dans laquelle est implanté ces médias-là. Et pour faire le lien maintenant entre le média communautaire et la gestion des ressources naturelles, généralement, c'est que quand on parle de gestion des ressources naturelles, il y a deux grands acteurs qui interviennent dans le domaine. Il y a d'une part les compagnies qui exploitent les ressources naturelles, et de l'autre côté, il y a le gouvernement qui négocie et qui conclut des contrats avec ces entreprises-là. Et lorsqu'on parle d'exploitation de ressources naturelles, généralement, il se dégage un certain nombre de problèmes qui touchent à la communauté. Parmi ces problèmes, il y a par exemple la signature de contrats léonins avec les entreprises, il y a aussi l'exploitation des enfants dans les mines, il y a la dégradation de l'environnement ainsi que des écosystèmes, il y a aussi la corruption dans la passation de marché, et il y a aussi également le non-respect des entreprises extractives de normes sur la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, comme je définis ou j'ai donné les trois éléments qui caractérisent un média communautaire, il y a l'indépendance, il y a la gouvernance et les services. Et au regard des problèmes qui relèvent de l'exploitation des ressources naturelles, les médias communautaires devront tout d'abord commencer par approfondir leur compréhension de la question de gestion des ressources naturelles, afin d'être en mesure de pouvoir diffuser des messages pertinents et objectifs. Madame Denise l'a dit ici, qu'elle a essayé de faire un constat lorsqu'on parle de question de ressources naturelles dans le média communautaire. Souvent, on reste superficiel. Or, c'est des questions qui nécessitent d'abord une très grande compréhension de la part du journaliste qui aborde la thématique pour pouvoir communiquer aussi avec la communauté. Et enfin, troisièmement, je vais parler du rôle des médias communautaires dans la gestion transparente et durable de ressources naturelles. Et donc, le média communautaire joue un rôle crucial dans la sensibilisation et la participation des membres de la communauté dans les débats publics en ce qui concerne les questions de la transparence et de la redevabilité. Quand le gouvernement signe des contrats avec des entreprises qui exploitent, généralement c'est à l'insu de la communauté qui vit dans le milieu et qui par moment voit un certain matin des engins qui débarquent, on commence à délocaliser la population, ainsi de suite. Et donc les médias communautaires devront placer d'abord les intérêts de cette population-là au cœur de leur débat, c'est-à-dire en organisant des émissions sur les questions des ressources naturelles, en mettant surtout l'accent sur la transparence, la redevabilité et la protection des droits des communautés. Pourquoi ils doivent insister sur ces éléments? Parce qu'il ne suffit pas de parler ressources naturelles et de rester superficiel. Il faut par exemple expliquer, il faut tendre le micro aux parties concernées, notamment au gouvernement qui signe des contrats, ainsi de suite, pour permettre à la population de savoir correctement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi telle entreprise ou telle autre est venue exploiter dans notre milieu, pourquoi on doit être délocalisé pour être amené dans tel autre lieu. Et enfin, je vais aborder les approches qu'on doit préconiser pour pouvoir faire des médias communautaires des véritables gages dans la gestion transparente et durable de ressources naturelles. La première approche qu'on doit préconiser, c'est d'abord mettre en place des initiatives qui vont susciter l'intérêt des médias communautaires à pouvoir s'intéresser aux questions de ressources naturelles. En parlant des initiatives, je vais évoquer ici
entre guillemets, la plus grande initiative qui avait été mise ici en place dans le Haut-Katanga par la coalition Publiez ce que vous payez. Elle avait développé un vaste programme de formation de journalistes de radio communautaire sur l'ITIE et la redevabilité. Et après ces formations, les journalistes ont été obligés de produire des émissions sur des thématiques différentes, notamment la redevabilité, les contrôles citoyens. Il y a eu aussi l'organisation des radios, des clubs des auditeurs dans différents lieux, notamment à Fungurume, ainsi de suite. Et il faudrait aussi, comme autre approche, faire le renforcement des capacités techniques des médias communautaires d'abord, parce que non seulement il faut parler des questions de ressources naturelles dans les différents programmes, mais il faut approfondir, notamment avec des mini-enquêtes, comme la précédente intervenante l'a dit ici. Il faudrait avoir des matériels pour mener des enquêtes. Il faudrait, quand tu descends sur le terrain, on te dit qu'il y a pollution quelque part, ou on te dit qu'il y a telle situation. Il faut avoir, par exemple, de belles appareils pour prendre des photos qui vont permettre à la population de savoir exactement ce qui se passe sur ces lieux-là. Et aussi l'autre approche à pouvoir préconiser pour faire des médias communautaires des véritables gages dans la gestion de ressources naturelles. Il faudrait que les organisations de la société civile qui travaillent sur la gouvernance des ressources naturelles puissent aussi apporter leur expertise auprès de ces médias-là, parce que quand on a dit qu'il y a le journaliste qui passe lui-même, qui s'est fait passer pour l'expert, et par moment, c'est parce qu'on a des difficultés à avoir de personnes ressources, mais je sais qu'avec les membres de la société civile, ça se passe souvent assez rapidement. Et donc, les membres des organisations de la société civile devront apporter leur expertise en termes d'interview sur les questions environnementales et des ressources naturelles. Ils devront également partager leurs informations. Par exemple, ils sont souvent les premiers à être saisis des cas de pollution, des cas de délocalisation qui ne respectent pas la loi. Ils font des communiqués de presse. Ils devront par exemple partager ces communiqués de presse-là avec les médias communautaires qui ensuite vont pouvoir relayer l'information ou pouvoir descendre sur le terrain pour approfondir la question. Il y a aussi la dernière approche, c'est la spécialisation des journalistes sur les questions de gouvernance des ressources naturelles que moi je considère généralement comme étant une thématique valise, comme on dit. C'est pas du jour au lendemain où on se réveille, on se dit je suis journaliste spécialiste des questions des ressources naturelles. Donc il faudra se former, il faudra suffisamment se former, par exemple avec des initiatives même au niveau international qui sont en train d'accompagner les membres de la société civile, notamment les journalistes. En parlant de ça, je fais allusion à l'initiative à l'université d'été qui forme le membre de la société civile ainsi que le journaliste sur la gouvernance des ressources naturelles. C'est vraiment ouvert à tout le monde. On octroie des bourses. Vous allez là-bas, vous allez apprendre pendant autant de semaines. Ça permet aux journalistes d'être spécialistes au lieu de rester superficiels lorsqu'ils abordent les questions de ressources naturelles. Voilà, je pense que c'est en agissant ainsi que les médias communautaires pourront se prévaloir et pourront aussi jouer pleinement leur rôle de gage dans la gestion des ressources naturelles. J'ai dit. Merci beaucoup, cher Anto, pour cette intervention. Bien, merci beaucoup. Dernier intervenant, Jeff Mbia, qui va parler de l'importance d'une bonne gestion des ressources naturelles dans la réduction de la pauvreté dans les régions rurales. Bon après-midi. Merci d'être associé à ces débats citoyens constructifs. Étant donné que nous sommes dans la semaine minière, il était très important que les réseaux des radios communautaires ainsi qu'Internews puissent financer. Ça nous permet carrément de jouer notre partition dans le cadre de la responsabilisation de toutes les parties prenantes à la gestion des ressources naturelles, parce que ce sont des ressources qui sont tarissables et que si nous ne gérons pas bien en tenant compte de l'avenir, c'est pour dire que nous allons aujourd'hui accomplir nos obligations familiales et économiques, mais demain nos enfants n'auront pas l'occasion d'accomplir aussi les leurs. Ce qui fait il est très important que nous puissions, en termes de gestion des ressources, que ce soit minérales et autres, nous pouvons aussi tenir compte de l'utiliser d'une manière durable et pérenne
pour que demain, le lendemain, nos petits-fils et autres puissent aussi jouer leurs obligations. Il m'a été demandé de parler de l'importance de gestion des ressources naturelles pour la réduction de la pauvreté. Je crois que toutes les ressources pour aider l'homme à se développer. Mais il faudra seulement mettre des mécanismes légaux, institutionnels et d'encadrement pour faire de ces ressources qui sont des ressources naturelles, des ressources, des richesses, et à travers la justice distributive et sociale et la répartition. Et c'est ce qui manque normalement ici chez nous en RDC, c'est des mécanismes légaux sont là, notamment pour protéger l'environnement, protéger dans les secteurs des mines et autres, mais dans la mise en œuvre de tout, l'application pose problème. Mais également si les institutions appelées à veiller sur l'application de la loi, peut-être n'ont pas les moyens de leur politique, et parfois aussi il y a toutes ces compressions politiques autres qui font que la difficulté demeure dans le cadre de la gestion de toutes ces ressources. Mais l'autre difficulté, c'est aussi ce qui est le renforcement des capacités. C'est vrai que les ressources naturelles avec la nouvelle technologie de l'information, chaque jour il y a des innovations, mais nos services techniques et autres ne le sont pas, la population aussi, et nos journalistes qui sont appelés à former et à informer la population, on connaît aussi nos propres difficultés liées à notre auto-formation, comme vient de dire Mme Anto, pour donner la bonne information, des informations utiles pour que les ressources naturelles puissent carrément bénéficier à la communauté et lutter contre la pauvreté. Mais comme il s'agit des ressources naturelles, moi j'ai voulu beaucoup plus orienter les débats sur les ressources minérales, parce que nous sommes dans une province minière à vocation agricole, et nous savons bien que le gouvernement congolais, à travers les partenaires, nous avons les coordonnateurs de l'environnement ici, il y a la loi relative à la protection de l'environnement qui connaît des difficultés dans le cadre de son application, parce qu'il y a le code minier qui a la prévalence et la prééminence sur l'environnement, et avec toutes ces pressions qu'il y a un problème de coordination entre tous ces services ministères des mines, le ministère de l'environnement et d'autres dans le cadre de la coordination, la cohérence verticale et horizontale pour le développement. Tout ça, il faut y travailler. Mais parce que nous parlons, nous sommes dans une province minière, vous devez savoir que le code minier a été révisé, et parmi les motivations, c'est lutter contre la pauvreté, à créer la classe moyenne, mais également aussi permettre à l'État d'avoir des moyens de ses ressources pour lutter contre la pauvreté et financer tous ces projets. Et parmi les innovations que vous allez voir, nous, dans le cadre du développement qui devait lutter contre la pauvreté, nous avons les trois piliers, les cahiers des charges, la redevance minière, nous avons aussi la dotation de 0,3%. Et vous allez voir toutes les trois sources où les piliers ont pour fondement réellement le développement d'une entité. La redevance minière, on sait bien que c'est une compensation faite par un projet minier compte tenu de son impact. Et qui gère ça, c'est l'ETD. L'ETD, pour mettre les besoins prioritaires de sa communauté, doit se doter d'un plan de développement local. Et dans les plans de développement local, on dit toutes les priorités, des besoins de développement, de lutte contre la pauvreté, de lutte contre le réchauffement climatique et autres, doivent se retrouver dans les PDL, dans les plans de développement local. Mais les cahiers de charges tirent ces informations où? Dans les PDL, mais également aussi dans l'étude d'impact environnemental d'une ETD, et disons d'une entreprise minière, EIC. Mais EIC a pour rôle, c'est permettre à l'entreprise de jouer ses responsabilités sociétales et environnementales, mais également donne toutes les informations à travers la coordination, à travers l'Agence congolaise de l'environnement, à travers la direction de la protection de l'environnement minier, quels sont ses engagements, des obligations environnementales, mais également aussi sociales, pour que son impact soit atténué des stratégies qui sont là. Et l'information de l'étude d'impact environnemental et du plan de développement local de l'entreprise qui constitue réellement des négociations lors d'initiations, d'élaboration des cahiers des charges que la communauté pourra signer avec l'entreprise minière. Mais vous avez aussi la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires. Vous connaissez, c'est la définition. Quand une entreprise produit toute l'année, avant qu'on retire tout ce qu'il y a comme paiement, on prend tout ce qui est la production, on retire 0,3%, c'est ça le chiffre d'affaires. Mais ça aussi, il y a un organisme spécialisé qui doit les gérer avec 12 personnes. Mais pour financer ces projets, on va toujours se référer au plan de développement local. Effectivement, aujourd'hui, s'il faut lutter contre la pauvreté, c'est doter de nos entités de leur plan de développement local. Mais nous avons en RDC, nous avons plus de 1446
ETD, mais pour votre information, ça s'est réparti en 26 provinces. Mais nous n'avons que 4 provinces qui ont leur plan quinquennaux. 4 sur 26 provinces. Même le Haut-Katanga et la province du Lualaba, leurs plans quinquennaux ne sont même pas validés. Ce sont des ébauches. C'est pour dire comment on gère, comment on pense lutter contre la pauvreté, alors que vous n'avez même pas... C'est pour dire que la province du Haut-Katanga et le Lualaba navigue à vide. Ils n'ont pas de boussole. Et des ETD, nous avons 34 ETD dans le Haut-Katanga. C'est les ETD qui sont impactés par les projets miniers qui ont des PDL, mais qui n'ont jamais été validés. Parce que Kinshasa ne reconnaît pas ça. C'est quoi les ETD? ETD, entité territoriale décentralisée, sur lesquels les besoins de la communauté pour lutter contre la pauvreté doivent être intégrés. Alors, les quelques ETD, nous en avons presque 13, qui se sont dotés de PDL, mais les priorités pour lutter contre la pauvreté autre doivent se trouver dans les PAI, plan d'investissement annuel. Mais 10 seulement se sont dotés de ce plan d'investissement annuel sur lesquels la redevance peut financer à travers les budgets participatifs. Mais combien d'ETD ont leur budget participatif réaliste? Ça aussi c'est un problème. Et les budgets, vous savez qu'il y a trois rubriques, des taxes d'intérêt national, provincial, des taxes spécifiques propres, et aussi pour les ETD qui sont impactés par les projets miniers, vous avez maintenant la 4e rubrique qui est la redevance minière. C'est toutes ces 4 rubriques, une fois remplies, avec les PAI, budget participatif, qu'on peut réellement développer lutter contre la pauvreté. Mais la province ne rétrocède jamais des taxes d'intérêt provincial. Et Kinshasa, pour rétrocéder, c'est devait même être la retenue à la source, mais avec le ministre Matata Pogno, nous a ramené à la rétrocession. On ne parle plus sur le plan constitutionnel, on parle même de la rétrocession. Kinshasa, au lieu de rétrocéder pendant 12 fois, il le fait 4 fois seulement. Conséquence, la redevance minière qui devait couvrir pour des investissements, lutter contre la pauvreté, autres, maintenant prend en charge, je peux dire, couvre maintenant des charges administratives et politiques, notamment la rémunération des agents. Ce qui fait que les codes miniers qui avaient pour mission la révision de lutter contre la pauvreté ne pourra pas atteindre et couvrir tous les impacts plutôt liés à la gestion des ressources naturelles. Parce que c'était l'unique occasion pour des zones rurales qui sont impactées par les projets miniers. Mais là, nous parlons seulement des ETD. Mais la province aussi, dans les 25%, nous tous, toutes les 34 ETD doivent être bénéficiés de cela. Mais bon, il y a maintenant un paiement à 4 mois. Moi, je n'entre pas dans la politique, mais la seule difficulté, comment nous gérons nos ressources pour lutter contre la pauvreté. C'est pour dire que si je prends seulement les aspects ressources minérales, dans le cadre de Dio Katanga, qui est la province minière à vocation agricole, nous avons un sérieux problème lié à la gestion. Et la gestion passe par les outils de planification et des outils, des outils de planification. Et il y a des outils de planification de gestion administrative et aussi des outils de gestion fiscale dans lesquels on doit tous les besoins prioritaires de développement, lutte contre la pauvreté, avec l'alignement, parce qu'un PDL doit s'aligner au plan quinquennal de la province, les plans quinquennal de la province doivent s'aligner au plan national stratégique de développement, les plans stratégiques de développement doivent s'aligner aux 17 objectifs de développement durable, mais aussi, comme les politiques aiment beaucoup le dire, avec la vision du chef de l'État. Alors, maintenant, vous avez un PDL qui a été élaboré d'une commune, mais la province, son plan quinquennal, je peux poser la question ici, avez-vous déjà lu les plans quinquennaux de la province du Haut-Katanga? Connaissez-vous des axes? Comment on peut lutter contre la pauvreté alors qu'il y a les plans qui est là, lesquels nous devons nous approprier pour accompagner les ETD? Ce qui fait qu'en tant que journaliste, il est de notre rôle de savoir que pour bien gérer des ressources naturelles, en dehors des lois qu'il faut s'approprier, des lois pour la protection de l'environnement et autres, les codes miniers, les règlements miniers viennent aussi appuyer cette protection, devons nous approprier, mais aussi des mécanismes légaux institutionnels, mais aussi des outils de gestion que nous devons nous approprier, rappeler l'autorité qui ne pouvait pas gérer des ressources ou penser à lutter contre la pauvreté sans avoir ces plans au niveau de la province quinquennale, au niveau des ETD, les PDL, mais qui est appuyé par les PAI, les plans annuels d'investissement, mais aussi avec votre budget participatif, comme Madame l'a dit. Participatif, c'est que les besoins ont été obtenus sur base d'un diagnostic participatif. La population s'est prononcée à travers les CLD et on a des besoins réels avec des moyens pour financer. À ce moment-là, même si on peut détruire l'environnement,
Mais l'impact là, à travers tous ces paiements, si on les gère bien, on peut quand même arriver à sentir un peu un changement autre, en attendant que la RDC puisse avoir des outils et autres qui pourra lutter contre le réchauffement climatique et autres. C'est pour dire que il est très important, la bonne gestion, c'est bien, la bonne gestion passe par des mécanismes légaux, des mécanismes institutionnels, mais également aussi des outils de gestion d'une manière durable et pérenne. Aussi longtemps qu'on n'a pas doté nos ETD, nos services, tout ce qu'il faut, ça sera difficile de lutter contre la pauvreté. Conséquence, nous risquons de continuer sur la malédiction hollandaise, la malédiction qu'on dit, la malédiction des ressources naturelles, avec nous vivons, regardez tous ces traits qui sortent, regardez tout ce que nous respirons, mais quand vous regardez, nous continuons à se plaindre pour la farine, et pourtant nous avons des ressources pour financer le secteur agricole. Tout ça, c'est en termes de gestion. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'appropriation. Et c'est de notre rôle en tant que journaliste d'enquêter, d'avoir tout ça. Moi, à ma disposition, j'ai toute la production des ETD en termes de la relevance minière, au niveau aussi de la province. Mais il faut que toutes ces informations soient partagées, appropriées, permettre au Parlement qui a le rôle de contrôler, de ne pas continuer à être la caisse de résonance, mais de jouer son rôle d'un contrôleur, d'un auditeur. Mais aussi à nous, populations, de jouer notre rôle en termes de contrôle citoyen à travers tous les mécanismes institutionnels autres. Et c'est le rôle de nos journalistes de le faire d'une manière courageuse. C'est que la peur doit quitter nos esprits. La peur doit quitter. À un certain moment, on doit s'engager pour notre pays. Sinon, ça sera chaotique et c'est à nous encore de se plaindre. Et on va nous rappeler pourquoi nous étions-nous négligents, pourquoi on n'a pas joué notre rôle, pourquoi toutes les informations, pourquoi on n'a pas joué à enquêter et à responsabiliser chaque partie prenante. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, Jeff Mbia, pour cet exposé. Bien, maintenant le tour est fait, le tour complet. J'en profite pour saluer tous ceux qui nous suivent sur Facebook à travers la page Facebook des actualités.cd. Nous parlons dans cette conférence des radios communautaires et gestion des ressources naturelles. C'est le thème principal de cette conférence. Nous l'avons séquencé en 4 sous-thématiques. Et donc, un rapide rappel avant qu'on prenne la parole. Le premier intervenant a rappelé que la radio est un outil puissant de communication pour toucher des populations parfois très éloignées des centres de prise de décision, et que la radio c'est un outil puissant parce que facile à consommer, et que il y avait des radios généralistes, mais aussi il y en a quand même qui sont thématiques. Le cas de la radio Okakiolo qui est 100% environnementale dans le Katanga. Et puis la deuxième intervenante a examiné 6 radios communautaires. 4 parmi elles ont des contenus de programmes de débat ou disons environnementaux, et d'autres pas du tout, mais cela n'empêche pas que de temps en temps ces médias puissent parler des questions environnementales. Et de quoi parlent ces radios? Généralement, on se rend compte qu'on parle des questions de gestion des déchets plastiques, des questions de déforestation, mais en réalité, parce que c'est ça que beaucoup comprennent par environnement, on ne voit pas beaucoup d'autres choses. Madame a proposé que les gens puissent regarder plus loin encore, mais ça c'est mon commentaire, ça exige qu'on puisse former les journalistes qui doivent informer les autres, parce que les questions environnementales sont trop techniques. Même nous-mêmes qui informons sur des questions environnementales, il a fallu passer beaucoup de temps à consulter des experts, notamment M. Ngouej qui est ici et les autres, pour qu'enfin on commence à comprendre certaines questions pour qu'on informe les autres. Et donc c'est très important de former les gens. Et puis la troisième intervenante a voulu qu'on puisse approfondir la question des compréhensions des enjeux environnementaux et des ressources naturelles. Et pour cela, elle a souhaité justement que les journalistes se forment et se former pour
pouvoir mieux informer avec pertinence. Et c'est ce que je viens d'ajouter ici comme commentaire. Et puis enfin, le dernier souhaite que nous puissions connaître en tant que journalistes, mais en tant que citoyens aussi de manière générale, nos droits, nos devoirs, qu'on connaisse aussi les droits et les devoirs de ceux qui gèrent les fonds publics ou qui gèrent les ressources naturelles. Sinon, on ne saura pas réclamer ou demander des comptes. Et voilà mon résumé pour rappeler tout ce qui a été dit, mais bon, ça c'est vraiment ma manière peut-être mauvaise de dire tout cela. Mais vous avez noté beaucoup de choses. À vous la parole maintenant. Celui qui voudrait parler, je lui donne la parole. Ça peut être une question ou un ajout, parce que je sais, dans la salle, quand je regarde, il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances aussi sur toutes ces questions des ressources naturelles et pas simplement des questions donc à poser. Qui voudrait prendre la parole en premier? Demester. Présentez-vous. Merci pour la parole. Merci aux orateurs qui nous ont fait des bons exposés. Je suis Demester Maloba, je suis journaliste environnemental. Je suis d'ailleurs les produits des radios communautaires, malgré qu'actuellement je ne suis plus dans les médias communautaires. Je suis dans les médias privés. Je travaille sur les questions de l'environnement. C'est aussi à travers la formation de Didier qui est devant nous. Il a contribué à notre apport pour que nous puissions nous lancer dans les domaines de l'environnement. J'ai quelques questions à poser aux intervenants. La première, je l'adresse à Jeff Mbia par rapport aux questions des fonds sur les ressources naturelles. J'ai été formé par la coalition Publier ce que vous payez pour mener des enquêtes par rapport à la gouvernance des ressources naturelles. Il y a des problèmes au niveau des ETD, des entités territoriales décentralisées. Pour avoir des vraies données, c'est un problème sérieux parce que nous avons mené des enquêtes pour savoir par exemple combien la commune perçoit, parce que c'est une information qui doit être rendue publique et la population doit être informée. Malheureusement, quand vous arrivez sur les lieux, on vous dit ça c'est une information qui ne doit pas être rendue publique, c'est une information de polichinelle comme ils aiment appeler ça, et ça met les journalistes qui veulent bien informer son public en difficulté parce qu'on doit avoir des vraies informations pour informer. Maintenant, je voudrais, vous en tant qu'expert, parce que vous travaillez sur la question d'investigation, comment contourner cette question-là? Parce que ça nous met en difficulté pour avoir des vraies données. Par rapport à Maman Denise qui a parlé de... Actuellement, c'est vrai, il y a des journalistes qui commencent à s'intégrer, à s'intéresser à la question de l'environnement, qui viennent, et on apprécie ça, c'est une bonne chose. C'est vrai qu'il y a des médias aujourd'hui qui, comme dans des médias communautaires, les espaces sont gratuits, mais il y a quand même les journalistes qui commencent à s'intéresser aux questions de l'environnement. Mais vous l'avez bien dit, ils s'intéressent beaucoup plus à la gestion des plastiques, à la gestion plutôt au reboisement, mais il faudra qu'il y ait des formations de journalistes qui veulent bien informer la population. Moi-même, j'apprécie M. Ngouej parce qu'il y a des personnes ressources qui sont prêtes à donner des informations. Parce que pour informer, il faut avoir des vraies personnes ressources. Et nous, moi-même, je suis témoin, mais Ngouej, il est l'une des personnes ressources qui nous donne des informations. Donc, ça prouve à ce puissance que les journalistes sont là. Il y a aussi des personnes ressources qui sont prêtes à donner des informations pour que le public soit informé sur les questions de l'environnement. Bien, j'arrive. Présentez-vous. Merci pour la parole m'accordée. Béni Rachidi, je suis de la radio Phoenix Université. Ma première question s'adresse à M. Jeff Mbia. J'ai beaucoup aimé les aspects chiffrés liés aux ressources naturelles, et c'est tellement important que les journalistes prennent à bras le corps ces informations ou ces données. Est-ce que ne voyez-vous pas ces multinationales-là qui travaillent et qui produisent
de l'argent ne s'intéresse pas à un certain moment aux médias. Parce que si nous voyons le contexte actuel, c'est les radios communautaires et la gestion des ressources naturelles. Et comment est-ce que ces informations, le journaliste des radios communautaires peuvent s'en servir lorsque ces multinationales qui sont censées les livrer aux médias mobilisent mobilisent des acteurs qui sont peut-être hors du pays et cherchent des stratagèmes pour éviter de vous donner des informations. Ça, ça vous concerne. Madame Denise, j'ai beaucoup aimé l'aspect sélectif de votre intervention, quelques médias. Et pourquoi carrément ne pas s'intéresser à tous les médias, soit de Lubumbashi, c'est plus facile, ou carrément du Haut-Katanga, pour en faire carrément une étude qui va démontrer à la place publique comment est-ce que les radios communautaires s'intéressent de la gestion des ressources communautaires, des ressources naturelles, parce que il y a ceux qui sont dans ça, mais il y a ceux qui ne savent pas les faire, faute de moyens, faute de spécialistes. Mais une étude d'une journaliste très professionnelle comme vous pourra aider, et même de chefs de travaux assistants sur la chose. Ma dernière question, c'est à M. Jean Delapé Mbangou. J'ai beaucoup aimé les avantages liés à la radio. Aujourd'hui, ne voyez-vous pas que la radio perd sa place compte tenu de cette montée en flèche de réseaux sociaux, et tout le monde préfère lire sur les réseaux sociaux que suivre la radio? Merci. Merci. J'arrive, Monsieur Jeff Kazadi. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom de Serge Chimatou. Je suis du journal Les Défis Congolais et coordonnateur du réseau des communicateurs de l'environnement. Et je remercie aussi le cadre qui nous a réunis pour cette encartade que je trouve très bénéfique en rapport avec la gestion des ressources naturelles. Et j'ai suivi les différentes interventions, en commençant par M. Mbangou, Denise, Anton et Jeff. J'ai constaté qu'il y a un fil conducteur entre toutes les interventions. Donc vous tous parlez d'une même chose, c'est l'éveil de conscience que les journalistes doivent se former pour bien informer aussi la population en matière de gestion des ressources naturelles et aussi plus en matière de l'environnement, puisque même la Constitution nationale article 53 parle de la protection de l'environnement. On dit que toute personne a droit de vivre dans un environnement sain et propice à son développement intégral. Et cette personne a le droit de le défendre. Et l'État a le devoir de protection de l'environnement et la santé des populations. Partant de ça, je vais vous faire un peu une anecdote. Vous savez, les pays comme le Japon a su capitaliser la gestion de ses ressources naturelles. Si vous prenez par exemple le minerai de cassiterite, aujourd'hui ça n'existe plus au Japon. C'est déjà terminé, épuisé depuis 1971. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tout ce qui est retombé de cette exploitation de l'étain, ils orientaient dans d'autres secteurs comme la poste. Si vous allez au Japon, la poste c'est une source financière vraiment par excellence. Il y a tout ça, produit pour ça gagner beaucoup d'argent. Et vous êtes sans dire que j'espère que j'ai des géologues ici. Les géologues ont trois principes. Ils disent que les minéraux ou les ressources minérales sont épuisables. Ils sont non renouvelables. Et puis le troisième principe, c'est quoi? Il faut investir dans l'inépuisable. Les minéraux, ce ne sont pas comme des cacahuètes, vous allez planter ça. Non, non, dès que ça termine, ça termine. Alors, quand on dit il faut exploiter dans, et il faut investir dans l'inexploitable, c'est quoi? Comme aujourd'hui, nous produisons, nous pouvons prendre la rente minière. On peut orienter même dans le secteur, par exemple, de l'électricité, on peut produire des barrages, puisque même si les minéraux s'épuisent aujourd'hui, nous allons rester avec la SNEL ici. On peut aussi investir dans la régie des eaux. On peut investir aussi dans les chemins de fer, puisque aussi longtemps que l'homme vivra, les chemins de fer aussi sera aussi important, même si les minéraux c'est terminé. Alors, pour ce faire,
Moi, je veux dire que les journalistes, c'est d'abord qui s'intéressent à l'environnement. Et nous sommes là, nous avons commencé depuis longtemps, parce qu'il faut d'abord commencer à aimer d'abord l'environnement. Si vous l'aimez, vous devez apprendre. Parce qu'il n'y a pas que la formation venant des organismes qui nous invitent passer par là pour la formation, il y a aussi d'autres formations. Par exemple, si vous voyez toute l'architecture en matière environnementale des différentes conventions des Nations Unies, sont sur la toile, sont sur l'Internet. C'est-à-dire qu'il faut fouiller, il faut fouiller, alors... ok, ça va. Alors, moi je demande à nos confrères, nous devons aimer l'environnement, mais l'aimer, c'est aussi apprendre toutes les méandres. Madame Lez l'a dit, j'ai compris que sans formation, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on peut dire que ce qu'on a appris. Mais je trouve qu'il y a une nécessité de formation. Au sein du RCN, nous avons déjà des modules, hein. Il y a même 4 modules de formation. Il y a la pollution de l'eau, la pollution de l'air, le changement climatique et la pollution du sol. Je vois qu'à partir de ces 4 modules-là, si on forme les journalistes, c'est cela quand même à même de bien parler et de donner la bonne information pour que la population s'en approprie et qu'on suive de près aussi la gestion des ressources naturelles pour que c'est épuisable. Parce qu'on ne peut pas épuiser toutes les ressources aujourd'hui pour compromettre la génération à venir. Et nous devons essayer dans le principe de développement durable. Merci. Merci. Merci à M. Jeff Kazadi. Je vous ai présenté. Merci beaucoup. Alors, rapidement. Jeff Kazadi, oui, je suis vraiment d'accord. Ma première question s'adresse au docteur Jean Delapay. Je voudrais savoir quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en ligne pour maintenir les journalistes, parce que nous nous sommes rendus compte que les journalistes qui vont dans les chaînes privées, au fait, les radios communautaires servent d'école pour les médias privés. Est-ce que vous avez une stratégie pour les maintenir dans ces médias? Et par rapport à M. Jeff Mbia, je voudrais savoir quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en marche pour nous emballer, et les gouvernants et les gouvernés, ainsi que les journalistes, pour pouvoir nous mobiliser afin de pouvoir nous intéresser à la question des ressources naturelles. Merci. Dernière intervention et puis on va répondre. Ah, d'accord, bien, c'est bon. Sa question a été posée. Qui commence, madame? Bon, il n'y a pas eu de questions qui m'étaient adressées directement. J'aimerais que les autres interviennent d'abord et puis je vais compléter. Bon, merci beaucoup pour l'attention soutenue. Des messieurs m'ont posé la question sur tous les fonds. Ici des innovations du code minier, notamment la redevance minière, les cahiers des charges, mais également aussi la dotation. Pour votre information, pour la dotation, c'est maintenant qu'après avoir installé les organismes spécialisés, on a facilité la mise en place de 5 organes qui constituent les organismes spécialisés dans le cadre de la gestion des dotations. Et au moins, nous avons plus de 10 entreprises qui ont déjà versé, notamment les cas de Kamoa qui viennent de verser plus de 13 millions de dollars. Mais cette fois-là, l'organisme doit travailler pour identifier des projets et avec sa cellule de passation des marchés, commencer déjà des travaux qui bat le goal de l'a fait avec 17 millions de dollars. Là, au moins, c'est communiqué parce que l'article 7 terre du code minier oblige et aux entreprises et aux institutions financières de régie de publier ce que vous avez payé, ce que vous avez perçu. Mais également à travers la FEC, parce qu'il a posé la question, la FEC aujourd'hui a son portal qui permet tout ce qui est comme production en termes de chiffres. Pour votre information, moi j'ai déjà les statistiques de 2022 sur tout ce qui est comme production, cobalt et autres, et ce que les entreprises minières ont produit comme, disons, des ressources naturelles vers des richesses, et ce qu'ils ont publié et ce qu'ils ont payé. Et aussi au niveau de la division des mines, c'est peut-être, moi je pense que les journalistes doivent beaucoup travailler d'abord sur sa propre crédibilité vis-à-vis aussi de toutes les sources d'information. Il est très important de le faire, travailler pour notre propre image en termes de personnalité, sur les contenus des articles pour que aussi d'autres parties, parce que nous sommes partie prenante à l'exploitation minière. Et le dialogue aujourd'hui a mené que les journalistes peuvent facilement accéder dans les sources d'information, mais les contenus, la manière de présenter des informations, de buzz et autres politisations, c'est certain,
intermédiaires autres sont devenus méfiants. Mais s'agissant de la redevance minière, vous savez aujourd'hui avec la présence de l'IGF, même nos ETD sont aujourd'hui en difficulté parce qu'ils ont très mal géré. Moi, je sais bien que je suis partisan de la décentralisation. Certains sont venus nous voir pour que nous puissions les accompagner. J'ai dit, madame et messieurs, vous avez mal géré pendant 3 ans la redevance minière. Je préfère que l'IGF puisse violer la loi sur la libre administration des provinces, mais du moins que ces ressources soient affectées pour l'intérêt national. Et malheureusement, il faut maintenant voir, c'est comme ça que nous disons, tout ce qu'on a fait comme outil de gestion administrative autres ont été des ébauches non validées. Conséquence, le fonctionnement ne marche pas, mais du moins, au grand mot, grand remède. C'est pour dire que Baba Demester, vous avez plusieurs sources pour y accéder. ITE peut vous faciliter pour accéder parce que déjà un tripartite, nous évoluons ensemble. Il y a la division provinciale des mines. Pour votre information, dans mon sac, j'ai toute la production, même janvier, février, mars, avril, que la redevance qu'on a payée au niveau des ETD, au niveau de la province, c'est de travailler aussi votre propre image pour une certaine crédibilité, pour permettre à toutes ces sources-là de vous donner toutes ces informations. Alors là, j'ai répondu, mais aussi il y a les CLD, Comité local de développement, Papa Christopher est là. Il y a le décret du Premier ministre du 13 août 2023 qui demande au CLD de faire le suivi, le contrôle sur tout ce qui est comme paiement de la redevance minière. C'est aussi une source pour vous, pour savoir ce que la commune Roache a perçu. Alors, les multinationales, ça c'est en termes d'accès à l'information. En tout cas, je ne pense pas aujourd'hui que les multinationales ne posent plus problème. En termes de paiement autres, c'est du côté gouvernement où se pose en termes de l'affectation. Faute des outils de gestion et autres d'affectation, on ne sait pas, même quand on capte, mais comment les affecter lorsque les besoins n'étaient pas priorisés et adaptés aux besoins de la communauté. Je ne fais pas l'avocat conseil des multinationales, mais regardez comment la FEC aujourd'hui est organisée, quoi qu'il y ait eu conflit dernièrement entre les 7 grandes entreprises qui n'étaient pas d'accord lors de la révision du code minier, mais certains, si ces entreprises, comme ils se sont cotés en bourse, vous allez voir dans leur site tout ce qu'il faut comme production et paiement, ils sont, parce qu'ils savent qu'il y a des états même financiers de ces entreprises qui le publient. Et c'est dans les états financiers qu'on peut carrément aujourd'hui capter, savoir ce qui revient de droit dans la dotation de 0,3%. C'est à nous, journalistes, de connaître toutes ces sources de formation et institutionnelles et des entreprises pour à mieux jouer notre rôle. Il s'agit pour nous de l'engagement, de la passion, mais aussi d'un sacrifice. Merci beaucoup. Comme là, vous voulez pas. Bon, je termine par Magina qui m'a parlé. Quelles sont les stratégies pour la mobilisation de toutes les parties prenantes? Je pense que nous avons plusieurs cadres. Il y a déjà l'IDAC qui est là, investissement durable au Katanga. Nous avons pour les grands Katanga, nous avons aussi pour les grands Kivu, où les miniers sont là, la société civile, les gouvernements et chaque partie prenante a ses propres problèmes qu'il présente et à travers les dialogues nous partageons. Nous, le souci, c'est la responsabilisation de toutes les parties prenantes. Il n'y a pas que la population qui a des problèmes, même nos institutions, je l'ai parlé, la division, la coordination est là. Mais à un certain moment, la coordination est en difficulté parce que la direction de la protection de l'environnement minier ne collabore pas mieux avec la coordination. Pourtant, la souveraineté devait revenir à la coordination. Mais c'est question de connaître toutes ces faiblesses pour ramener les dialogues afin de permettre aux institutions de jouer leur rôle. Et c'est l'intérêt pour le journaliste. Je crois qu'il faut se mettre en confiance, travailler sur notre propre crédibilité et travailler aussi sur le pouvoir de la formation et de l'information. En dehors du fait que nous sommes professionnels des médias, mais il faut se spécialiser également. Parce que quand vous abordez les questions des ressources naturelles, vous n'avez pas des basiques, des prérequis, on vous arrête, parce qu'il s'agit d'un domaine de sensibilité, mais il faut bien présenter avec des évidences pour ne pas aussi mettre en danger toute une entreprise qui est une opportunité pour l'entité, qui peut être, on peut le fermer, parce qu'on coupe les financements, parce que vous avez donné des fausses informations. Il s'agit de question de la responsabilisation et il faut miser sur le pouvoir de la formation et de l'information pour informer utilement à nos communautés afin d'obtenir des changements positifs. Merci beaucoup, Jeff. Merci beaucoup. Je vais aborder un peu dans le même sens que Jeff. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de possibilités de formation avec le numérique. Je ne crois pas qu'aujourd'hui qu'on doit nécessairement attendre que quelqu'un nous convoque pour une formation dans une salle. Toutes ces informations qu'évoque Jeff Mbia, on peut les trouver sur Internet.
même en ce qui concerne les multinationales, la plupart, on peut trouver des informations sur leur site. Mais également, être journaliste, c'est avoir un carnet d'adresses. Et le carnet d'adresses, c'est qui sont dans votre carnet d'adresses pour pouvoir avoir accès à de l'information. C'est peut-être ça aussi le problème que nous rencontrons. On peut être sur un sujet, mais à un moment, on ne sait pas qui contacter, auprès de qui avoir l'information. Donc, il nous faut aussi enrichir notre carnet d'adresses. Ce n'est pas seulement les politiciens. Parce que la plupart des journalistes ici, si on pose la question dans leur téléphone, c'est beaucoup plus des politiciens. Mais l'information, ce n'est pas que de la politique. Est-ce que dans les autres secteurs, dans les autres domaines, comme c'est le cas pour les ressources naturelles, nous avons des sources d'information et des sources d'information fiables? Si nous les avons, eh bien, c'est possible pour nous d'avoir accès à ces informations. Parce que parfois, on se pose la question, on suit un reportage, on dit, mais comment elle a fait pour avoir ces informations? Bon, il n'y a pas de miracle. C'est que je connais pour tel domaine, je peux contacter une telle personne qui se trouve ici, qui se trouve à Kin, qui se trouve, je ne sais pas, à Goma, ou je fais des recherches sur Internet pour savoir qui sont les personnes qui s'intéressent à cette question-là. Je peux aller sur Twitter, je lui écris, la personne me répond, on prend rendez-vous, on fait une interview et on a des informations qui sont fiables. Donc, c'est très important. Ce qui est aussi important, c'est, comme disait Jeff, c'est cette auto-formation. Parce que les domaines des ressources naturelles, il y a des choses que nous n'avons pas appris à l'école, il y a des choses qu'on entend dans des séminaires, mais aussi il faut les maîtriser. Il faut maîtriser les textes légaux, il faut maîtriser aussi les textes internationaux sur ces questions-là pour bien les aborder. Alors, Benny a parlé de l'étude. En fait, je ne dirais même pas que j'ai effectué une étude. Je me suis dit, pour cette conférence, pour être concret, j'essaie de me renseigner sur ce qui se passe dans les... Ici, on est en train de parler de radios communautaires et associatives. Voilà pourquoi je n'ai pas posé la question à d'autres médias. Je sais que dans d'autres médias, il y a également des émissions sur les questions des ressources naturelles. Mais je me suis limité au cadre qui nous réunit ici et j'ai voulu avoir une idée de ce qui se passe dans ces médias-là. Évidemment, dans les radios où il n'existe pas aujourd'hui, je ne voudrais pas les frustrer, les citer ici pour les frustrer, mais dans les radios où on m'a dit qu'il n'existait pas de rubriques aujourd'hui spécifiques sur ces questions-là, c'est pour des raisons de ressources humaines. Il y a personne, il n'y a pas de journaliste qui s'intéresse à cette question, mais aussi pour question de ressources financières. On dit, bon, si on engage encore un journaliste sur ça, il faut avoir des moyens. On l'a dit ici, les radios associatives et communautaires ont des problèmes de ressources. Donc, c'est aussi ça. Alors, c'est vrai que ça devient intéressant lorsqu'on a une idée comme ça, de pouvoir l'élargir. Oui, peut-être qu'il faudra que j'y pense et voir quels sont les moyens disponibles pour pouvoir élargir cette étude. Ça pourrait aussi être intéressant. Merci beaucoup. Merci. Votre voisin. Merci de l'intérêt manifesté à notre exposé. Nous avons reçu pratiquement 2 questions. La première, c'est la radio qui est en train de perdre sa place au regard de la montée vertigineuse des réseaux sociaux. Alors, il faut dire que c'est vrai, nous sommes à l'ère du numérique. Il y a les réseaux sociaux qui montent en vogue. Nous tous, nous faisons de notre mieux également pour migrer vers les réseaux sociaux parce que nous devons subsister. C'est une question de vie parce que nous devons répondre à ce préalable. Mais il ne faut pas dire d'emblée que les radios vont perdre leur place parce que j'ai bien parlé de la situation de nos radios. En parlant des atouts, je vous ai dit qu'il y a des endroits, des coins, des recoins où il n'y a même pas de réseau. Il n'y a pas de courant. Il n'y a rien du tout, mais on peut trouver la radio. Donc la radio restera toujours là, gardera toujours sa place. Et cette considération, c'est plus dans les milieux urbains, où nous semblons tous avoir un téléphone Android. Mais il suffit de vous déplacer à près de 50 km du milieu urbain, vous constatez vraiment le contraire de ce que nous disons. Donc ne nous voilons pas la face, d'après toutes les études qui ont été menées jusqu'à ce jour, pas seulement en RDC, mais en Afrique entière, la radio demeure jusqu'à ce jour le média le plus écouté. Mais pour nous, on s'est dit, on s'adapte. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux nous aident. En fait, les médias en ligne, s'il faut mieux le dire,
Mais tous non plus ne sont pas crédibles. Il y a évidemment des médias qui sont crédibles en ligne, mais tous ne sont pas crédibles. Raison de plus, quand quelqu'un a suivi une information sur un réseau social ou dans un réseau social, il est obligé de revenir aussi à la radio pour voir si cette information sera infirmée ou confirmée. Donc la radio joue toujours son rôle. Donc c'est vrai que l'info va vite avec les réseaux, mais la confirmation, c'est la radio. Donc la radio garde encore sa place, à nous également de nous servir évidemment de ces médias sociaux qui existent et qui sont fiables, comme des sources d'information pour nos radios, et c'est une continuité. Deuxième préoccupation, c'est par rapport aux stratégies de maintien des journalistes qui fuient les médias communautaires pour des médias privés. C'est vrai, c'est une question très épineuse, parce que moi-même qui vous parle, j'ai vécu cette situation depuis une période donnée. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons su maintenir notre cap. Parce que la façon de vivre ou la gestion d'une radio communautaire dans un milieu urbain est totalement différente de la gestion de la radio communautaire dans un milieu rural. En milieu rural, ce sont des radios communautaires qui sont maîtres et tout le monde s'intéresse à ces radios parce qu'il y en a pratiquement, il y en a que les seuls qui existent aussi. Je discutais avec mon collègue de la radio de Bukanda de Kasenga, sur la route Kasenga, territoire de Kipushi, où il est pratiquement seul et je tenais à l'encourager pour ça. Mais nous qui vivons dans des milieux urbains, soit Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, nous faisons face à des plus grandes concurrences, à des plus grands défis, notamment l'émergence des radios des politiciens et aussi les radios des privés qui viennent avec beaucoup de moyens. Mais, comme vous le savez, la loi du plus fort voudrait que vous puissiez subsister et résister à cela, et il faut mettre en place des stratégies. Les stratégies que nous, personnellement, nous avons mises en place, c'est notamment de miser sur notre personnel, essayer de le valoriser. Parce que quand vous avez du personnel et que vous ne savez pas vous-même valoriser, évidemment, quand quelqu'un d'autre le traite un peu mieux ou lui propose mieux, il pourra quitter et aller ailleurs. Nous avons essayé de revoir les conditions salariales, essayer de les adapter un tout petit peu, même si nous n'arrivons pas à avoir la même chose que les autres, mais nous avons quand même, nous donnons quand même les moyens, les minimums prêts pour qu'ils se permettent de rester et de continuer à œuvrer dans nos médias communautaires. Ça, c'est de un. De deux, c'est par rapport à l'investissement. Nous investissons plus sur l'homme que dans le matériel. Parce que c'est vrai, avec nos chaînes de politiciens, ils investissent plus dans le matériel que dans l'humain. C'est-à-dire, lui, il compte sur son équipement, alors que nous comptons sur l'homme pour utiliser à bon escient cet équipement. Donc vous comprenez un peu la différence. Avec nos petits moyens de bord, nous essayons de conscientiser notre personnel pour qu'ils comprennent que nous n'avons que ça. Nous sommes, en d'autres termes, des enfants orphelins, des mayatima, comme on dit en Swahili. Nous devions mieux gérer ce que nous avons comme équipement pour subsister, pour résister. Faute de cela, on va nous balayer. Ça, c'est d'une part. De trois, c'est de la considération vis-à-vis de la communauté. Quand la population sait que cette radio est crédible, je crois que même tout son personnel jouit de cette même crédibilité-là. Donc quand vous savez que la population vous considère, parce que vous œuvrez dans ces médias communautaires, je ne pense pas que quelqu'un, demain, après-demain, peut quitter pour aller là où il peut avoir certes l'argent et manquer la considération. Je crois qu'il y a lieu de travailler sur tout ça, nous-mêmes comme gestionnaires aussi, essayer de fiabiliser, de crédibiliser nos médias, parce que nous avons vécu chez nous, par exemple, un gouverneur qui se déplace pour venir faire sa communication dans une radio communautaire, parce que lui-même se dit que c'est la radio la plus écoutée. Pendant que lui-même a sa chaîne de radio et de télévision qui est plus performante, même suivie sur satellite et consort. Mais il se dit, comme je vais communiquer à ma base, je sais que c'est à travers votre chaîne que je peux mieux discuter avec la population. Donc il est demandé à nous qui sommes gestionnaires d'améliorer notre façon de gérer nos médias, de nous donner tout ce sérieux, cette discipline possible. Nous pensons que nous pouvons faire face à cette situation. C'est parmi les quelques rares stratégies, les quelques stratégies que nous proposons, quand bien même qu'on peut en avoir d'autres qu'on peut discuter au couloir. Merci. Merci
Merci Didier. Je vais devoir ajouter peut-être une autre stratégie que mon confrère Jean Delapé n'a pas évoquée. C'est qu'au-delà de tout ce qu'il vient de dire, il y a ce qu'on appelle les questions ou le traitement des questions de ressources naturelles. Ce sont des questions qui nécessitent beaucoup plus d'indépendance de la part du journaliste qui les traite. Et lorsqu'un journaliste qui veut ou qui a l'ambition de se professionnaliser dans le traitement des questions de ressources naturelles, pour des raisons entre guillemets que nous-mêmes journalistes ici nous connaissons dans tout ce qui est comme médias communautaires, va se dire je quitte pour aller dans un média privé qui automatiquement, comme on vient de le dire, ils ont beaucoup de moyens, mais ces moyens proviennent parfois de politique, du gouvernement, ainsi de suite. Donc le journaliste va perdre son indépendance, il perd ça et automatiquement il sera obligé peut-être de parler des questions de ressources naturelles, mais avec un penchant. Et la population qui nous écoute très souvent, elle n'est pas dupe, elle sait voir que là le journaliste a basculé, il a une tendance. Moi je me dis, entre construire sa carrière professionnelle et voir les gains dans l'immédiat, il faut faire le choix. Et donc, si on a vraiment des ambitions de se professionnaliser, de traiter des questions de ressources naturelles, il faut faire le bon choix. On nous a parlé ici de Didier par notre ami Thomas qui est ici. Moi, je ne pense pas qu'il a entendu parler de Didier sur un média, entre guillemets, privé. C'est tout simplement parce que Didier a choisi de faire son travail de manière professionnelle avec indépendance. Et dans la plupart des cas, là où moi je lis, où je trouve les articles, les reportages de Didier, ce ne sont pas des médias qui sont considérés comme étant privés ou puissants. Et donc, entre sa carrière professionnelle et les gains, nous avons le choix. Merci beaucoup, Anto. Alors là, il nous reste simplement 5 minutes. Alors, je prends 2 questions et ce sera la fin, 2 seulement. Merci pour la parole, Monsieur Didier. Moi, c'est Ruth Skoutemba, je suis là pour le compte d'Héritage Radio et Télévision. J'aimerais juste apporter un ajout. Partant de tout ce qui a été dit par les orateurs, il est également important que nous diversifions les langues de transmission pour rendre accessible les messages. Comme vous pouvez le voir sur les images qui sont en train de défiler tout à l'heure, dans certains villages, moi personnellement j'ai une émission à la radio sur Héritage, Citoyenneté Développement. Quand j'interagis avec les auditeurs, vous allez vous rendre compte que tout le monde ne parle pas français. Même l'anglais, le lingala. Il est très important, nous jeunesses à notre niveau, de diversifier les messages dans les langues nationales, exactement Chiluba, Kikongo, je ne sais pas, de manière à ce que les messages soient accessibles à toutes les couches. Merci. Merci à Monsieur Jean-Pierre. Merci de la parole. Pour moi, ce n'est pas une question. Et je voudrais remercier les organisateurs de ce forum, surtout les panélistes qui ont été à la page. Je voudrais leur recommander de continuer ainsi, mais aussi à tous ceux-là qui ont des radios communautaires, de savoir communiquer, comme madame ou mademoiselle venait de dire ici. La communication est très importante. Parce que, vous savez, aujourd'hui on parle de réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le monde qui est sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont victimes de pollution dans nos villages aujourd'hui, ils ne sont pas sur ces réseaux-là. Donc il faudrait qu'il y ait des gens qui savent chercher, qui savent fouiller, qui savent communiquer, parler avec ces gens-là pour qu'ils comprennent pourquoi. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, en parlant ici, il a dit il y a le réchauffement climatique qui nous guette. C'est un problème très sérieux. Aujourd'hui, on ne le voit pas encore, mais on est en train de le sentir par rapport aux récoltes, par rapport à l'élevage, par rapport à l'exploitation forestière. Tout nous échappe. Mais comment conjuguer des efforts pour lutter contre ces fléaux? C'est avec la presse que vous êtes. C'est avec les communicateurs que vous êtes. Donc je vous remercie pour ce travail que vous venez de faire aujourd'hui. Il ne faut pas vous limiter là, il faut continuer. Il faut nous voir, nous sommes là pour vous aider, pour vous compléter. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre Ilungangwej. Il est le coordonnateur de l'environnement dans le Haut-Katanga. Je suis désolé, mais nous allons devoir arrêter ici. Alors, je donne la parole à nos intervenants. 1 minute, et puis ce sera la fin. Merci. Je voudrais personnellement remercier l'organisation de cet atelier. Et comme on l'a si bien dit, nous aimerions que ceci puisse se reproduire ou continuer. Et à cela, nous pensons aussi que les gens dans l'auditoire sont restés sur leur soif sur certaines questions. Si peut-être avec la bénédiction d'Internews, on peut avoir aussi un autre panel. Peut-être prochainement, ça pourra aider avec remarque pour aider à ce que des questions comme ça soient débattues. Mais aussi, je voudrais peut-être faire une petite recommandation, c'est d'investir, peut-être parce que Internews est en train de rechercher aussi certains domaines d'intervention pour les années à venir, dans le prochain projet. Comme la question des ressources naturelles s'invite, je voudrais suggérer ou solliciter qu'Internews mette un peu d'accent dessus pour que les journalistes des radios communautaires soient suffisamment formés dans cette thématique. Parce que ce qui est vrai, on l'a évoqué par les experts ici, il y a peu d'experts, peu d'informations sur les ressources naturelles. C'est comme ça que nous avons tout ce qu'il y a comme situation actuelle. Si on peut mettre un peu de moyens, former les journalistes dans ces domaines, je crois que ça pourra donner un peu plus de la matière à nos radios et nos radios pourront contribuer efficacement à la construction de notre monde. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais remercier tout le monde pour votre participation. Remercier les organisateurs de ces assises pour nous avoir associés. Ce que je pourrais peut-être recommander, c'est si on s'intéresse à une thématique, il faut avoir des atouts, il faut se former, et ça je le répète souvent, il faut se former et se faire former. On ne peut pas s'improviser dans les ressources naturelles ou dans n'importe quel domaine si on n'a pas un bagage. Donc, et généralement, il y a des formations qui sont organisées, mais quand on y participe, je me pose parfois la question, quel est l'intérêt que nous portons lorsque nous participons? Est-ce que nous y allons pour apprendre ou nous y allons pour autre chose? Parce que si nous y allons pour apprendre, à l'issue de multiples formations, on devrait sentir un progrès dans nos productions. Et donc s'il n'y a pas de progrès, si on stagne, c'est que même les formations qu'on nous octroie ne nous profitent pas. Or, il nous faut avancer, il nous faut progresser, il nous faut évoluer. Et la question des ressources naturelles, la question de l'environnement, si on la maîtrise en tant que journaliste, si on la maîtrise, on la traite bien, on arrive à mener des enquêtes, ça fait vous amener au-delà de vos radios associatives. Merci. Merci Didier, merci à tout le monde d'être là et de nous avoir écoutés. Ma recommandation, je vais aussi devoir l'adresser à Internews. Et donc, je vais dire que le réseau de médias communautaires sur lesquels vous vous êtes appuyés pour organiser cette conférence avait bénéficié de l'accompagnement d'autres partenaires qui avaient formé les journalistes des radios communautaires. On vient de le dire ici, la radio, le média communautaire sont en train de servir des tremplins aux journalistes. Et aujourd'hui, on a une nouvelle vague de journalistes qui sont venus dans la profession, qui n'ont pas peut-être la maîtrise de ces questions-là. Et donc moi, j'invite Internews ainsi que ses différents partenaires à pouvoir réfléchir sur comment pouvoir accompagner encore les journalistes de médias communautaires, parce que ce sont eux qui sont en contact direct avec les communautés qui sont le plus touchées par les questions des ressources naturelles. Merci. Merci beaucoup. Je voulais seulement dire que l'apprentissage exige de l'humilité si réellement on veut capitaliser toutes les opportunités pour nous permettre de jouer notre propre partition en tant que partie prenante dans la gestion de nos ressources, en tant que pays riche, premier producteur africain de cobalt et au monde,
Mais quand vous voyez l'indice humain, nous sommes presque avant-dernier. Et il faut qu'on renverse ces tendances. Et c'est anormal que nous puissions avoir à côté de nous capitale mondiale du cobalt. Mais regardez la pauvreté, tout ça, c'est des responsabilités de nous qui sommes là. Faudrait-il accepter d'être complices? En restant calme, il faut s'investir en apprenant tous les outils de planification, de gestion des ressources naturelles autres pour rappeler chacun à chaque niveau de responsabilité ses obligations d'accompagner ces pays à se développer. Et les journalistes, en tant qu'acteurs majeurs dans ces changements, doivent s'informer et se former. Je l'ai dit, en dehors de la formation académique qui fait de nos professionnels des médias, il faut se spécialiser. Et vous allez voir, dans des ressources naturelles, c'est un terrain presque vierge ou vide pour nous, professionnels des médias. Nous ne sommes pas nombreux. Et c'est aussi ça, moi je me suis toujours plaint de dire que nous sommes dans une province minière à vocation agricole, mais peu de journalistes s'intéressent dans le secteur porteur de développement de ces pays. C'est en tout cas regrettable, mais c'est un regret, mais en même temps un encouragement pour nous, parce que de toute façon, d'indemniser là les autres, c'est pour interpeller aussi nos autres, il n'y a pas de succès sans successeur. Baba Gilbert, c'est vous qui encadrez, c'est de voir un noyau. Pourquoi pas aussi parvenir en dehors des REMAC, en dehors du RSN, créer un autre noyau de jeunes journalistes qu'on peut former pour la relève. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas vieux, mais on ne prend plus de risques, comprenez, il y a cela 5 ans. Mais comment ne pas former et être valable vis-à-vis des autres parties prenantes, des multinationales et autres. Mais aussi, j'encourage les confrères, on se dit combien seront demain dans les 3 jours pour la semaine minière. C'est aussi ça, est-ce que nous irons là-bas pour chercher les Kawama, pour publier, nous allons chercher pour apprendre et nous permettre d'être utiles vis-à-vis des miniers, et aussi vis-à-vis des services étatiques. Et aussi, les services étatiques ont des difficultés, Ils cherchent aussi des journalistes intermédiaires, parce que parfois ils ont l'obligation de réserve. Mais si vous ne travaillez pas bien, comment les services peuvent vous utiliser positivement? Même les millions ont besoin de nous, mais c'est à nous, mais il faut apprendre. Voilà pourquoi c'est une interpellation. Chacun, à chaque niveau de responsabilité institutionnelle et associative, impliquons-nous, ce sont nos richesses, et nous devons nous impliquer de faire des ressources naturelles, des richesses à travers la justice distributive qui passe par la planification. Et nous, journalistes, devons connaître les outils de planification et de gestion afin de rappeler le gouvernement à les planifier. Merci. Merci beaucoup, Jeff Mbia. Permettez-moi de commenter une chose qui a été dite ici, parce que ça bouillonne au fond de moi. Je pense qu'il y a un sérieux problème qui a été posé ici, mais je vous ai demandé de conclure sans y répondre. C'est à propos de la langue de diffusion. Nous avons un sérieux problème à Lubumbashi et à Kolwezi. Bien, je parle de Lubumbashi et à Kolwezi justement parce que je connais les deux. Il y a un certain orgueil ridicule parmi les journalistes. On pense que l'information c'est en français. Ça me fait pleurer. Je n'ai jamais compris pourquoi nous sommes si bornés à Lubumbashi et à Kolwezi. À Kinshasa, les gens ne sont pas comme ça. En Mbuji-Mayi, l'information c'est en Chiluba d'abord. Mais ici, on a même tendance à minimiser ceux qui informent en Swahili. Mais c'est triste. Mais avant, j'ai commencé par les journalistes Swahili. Oui, mais j'ai un témoignage. Si je vous le donne ici, c'est encore beaucoup plus triste, mais je suis obligé de ne pas le dire. Mais il y a des gens qui ont tué un journal en Swahili que j'ai initié. Un seul, par jour. On l'a tué, volontairement. On a tout fait pour qu'on l'enterre. Mais je pense que si nous ne comprenons pas ce que nous voulons faire, nous n'irons nulle part. Et donc, il n'y aura pas d'impact chez nous. La majorité des gens à Lubumbashi écoutent les informations en Swahili. On les bombarde tous les jours avec des journaux en français, et avec un français où chaque fois il faut ouvrir un dictionnaire. Qui vous écoute? Bien, on n'informe pas ma grand-mère, on n'informe pas mon oncle, mais bien, on s'adresse à ceux probablement qui ont la possibilité d'aller sur Internet et d'avoir Canal Sat, et ce sont ceux-là à qui nous voulons nous adresser. Ils s'expriment en français et en anglais. Parfois, ils ne sont pas là pour nous. Et ceux qui sont là pour nous, nous les laissons de côté. Bien, j'espère que nous qui sommes là, essayons de sensibiliser aussi dans nos médias. C'est quand même triste, mais on doit changer cette mentalité. Bien, ceci dit, c'était un coup de cœur.
D'accord. Alors, avant de passer la parole pour un petit communiqué, je dis merci à Thomas, à Madame Sandrine pour Internews, à Madame Déborah pour l'espace américain et à nos invités. Merci à Monsieur Gilbert pour le remarque et à vous tous d'avoir répondu à cette invitation. Merci sincèrement. Et je donne la parole à Junior Ndala pour un petit communiqué. Et c'est un communiqué protocolaire tout en remerciant le PCA du REMAC qui est aussi là, M. Jean Majam. En fait, vous l'avez bien suivi, Expo Photo, Radio Congo, les quotidiens de radio communautaire vus par les photographes, les 6 photographes de la RDC. Merci Thomas pour cette opportunité. Et c'était couplé, bien évidemment, à une conférence radio communautaire et gestion des ressources naturelles qui exige aussi la transparence. Et pour ce faire, le partenaire a prévu pour vous un cocktail qui est juste ici. À la sortie, nous allons partager ces cocktails et les réseaux de médias associatifs et communautaires du Katanga à travers le PCA et son secrétaire général. Les réseaux a prévu un petit transport parce qu'on dit la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Merci et partageons ensemble ces cocktails. La photo